Bienvenue à Compte complet, notre balado sur l'actualité dans le monde du baseball. Dernière semaine de la saison régulière, Alain Useron accompagné de Marc Griffin. Marc, on va tracer un bilan, ni plus ni moins, de la Ligue nationale, puisque c'est pratiquement réglé là, avec moins d'une semaine à jouer. Il y a quelques équipes qui se sont éliminées, je pense, d'elles-mêmes. Là, on ne peut pas parler de, je pense, des Cubs de Chicago, entre autres, puis peut-être même les Phillies de Philadelphie. On va parler des Blue Jays de Toronto. Bon, un petit détour aussi dans la Ligue américaine, mais ça, on se répétera probablement par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine passée. Vlad Guerrero et le conditionnement physique, il en a été question, ça a fait jaser pas mal, ça, dans l'entourage des Blue Jays de Toronto. Il y a deux gérants qui ne seront pas de retour. Un qui a pris sa retraite, Ned Yost. Un qui a été congédié, Andy Green, avec les Padres de San Diego. Là, on va s'attarder sur les tendances des gérants qui seront embauchés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les façons de faire. On en a glissé un mot au cours de la saison. On va s'y attarder un peu plus. Et explication d'une nouvelle statistique, j'ai l'impression qu'il sera intégré. En tout cas, on en entend parler un peu plus, le win probability added, qu'on pourrait traduire par probabilité ajoutée de victoire sur une base individuelle. Bon, Marc, on va commencer par la course pour une place dans les séries. Dans la nationale, c'est presque réglé. Au moment où on se parle, on est mardi. Bon, écoute, Washington, c'est presque réglé. Le chiffre magique est de 2. Dans le cas de Milwaukee, c'est de 3. Il y a les Mets de New York qui peuvent... Ben bon, on s'entend là que c'est pratiquement terminé. Oui. Je pense que l'équipe la plus décevante dans tout ça, c'est les Cubs de Chicago qui se sont vraiment écroulés. En 8 jours, on est passé de 2 matchs des Cards de Saint-Louis, alors qu'on avait une série de 4 contre ses meneurs. On avait qu'à remporter 3 de ces matchs, et même 2. À 2 matchs, t'es pas sorti. Il reste encore 3 matchs contre les Cards. Et là, on se fait balayer, lessiver, sortir d'une place pour la course aux séries par nos grands rivaux. Il y a beaucoup de facteurs, Alain, dans l'histoire des Cubs de Chicago. La blessure de Baez, est-ce oui. que... Bien, la blessure de Baez, et je te dirais même celle de Rizzo, parce que Rizzo jouait sur une jambe. Alors, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais... Russell aussi, il faut pas l'oublier. Oui, Addison Russell, qui devait remplacer Baez, lui aussi blessé. Mais beaucoup de matchs perdus par un seul point, Alain. Et là, lorsque tu perds par un seul point, tu regardes, encore une fois, moi, je regarde toujours l'attaque en premier, là, je suis un joueur de position, tu comprendras. Mais les situations, ce que j'appelle du baseball de situation, est-ce qu'on a vraiment excellé là-dedans? Est-ce que les lanceurs partants ont gardé l'équipe dans le match? Selon moi, absolument. Donc, il y a un aspect qui a bien fonctionné, mais il y a des petites choses qu'on n'a pas fait. La relève a été, très chancelante. Ça a été le problème toute l'année, Alain, des Cubs de Chicago. Tu sais, on a un différentiel qui a de l'allure, il y a des choses intéressantes. Mais puis il y a des saisons, peut-être des bonnes... Baez avait une très bonne saison avant qu'il se blesse. Rizzo avait une bonne saison. Bryant a démontré qu'il était de retour. Jason Hayward a même une meilleure saison. Tu sais, je veux dire, techniquement, Contreras, lorsqu'il n'était pas blessé. Mais les blessures importantes, au fil du temps, n'ont pas aidé. Je pense que Baez est celui-là qui a été le plus affecté. Le dernier droit, là. Mais Alain, force est d'admettre que depuis la mise sous contrat de Craig Kimbrell, il n'y a rien qui a fonctionné en relève. Pas juste Kimbrell, là, Pedro... Parce qu'on pensait, Kimbrell va rassurer un peu tout le monde. Là, tout le monde va changer de rôle. Hein? Pedro Strop va se retrouver un petit peu plus bas. Cishek aussi. 7e, 8e manche. Cishek va... Alors là, tu dis, il y a de la profondeur. On a une meilleure équipe avec Craig Kimbrell. C'est tout l'inverse qui s'est produit, Alain. C'était désastreux dans le cas de Craig Kimbrell. L'an passé, il avait établi un sommet personnel en accordant 7 courts-circuits avec les Red Sox de Boston. Il en a accordé 9 en 21 manches depuis qu'il est arrivé avec les Cubs de Chicago. Ça n'a aucun sens. Je sais qu'il y a plus de circuits cette année, Marc, mais c'est des chiffres absolument épouvantables compte tenu de la façon dont on utilise Kimbrell, c'est-à-dire dans des moments importants. 2 sabotages dans cette propre série de 4 face aux Cards de Saint-Louis. C'est plate de pointer un joueur, mais écoute, on l'a payé à gros prix pour qu'il vienne faire un travail, qu'il vienne stabiliser. Encore une fois, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Moi, il y a une question que je veux te poser, Marc, sur le rendement de Kimbrell. En deuxième moitié de saison l'année passée, ça n'a pas bien été pour Kimbrell. C'est vrai. On avait un peu perdu confiance en lui en série l'année passée. C'est pas Sale qui a terminé... C'est pas Kimbrell qui a terminé le dernier match. On a fait après appel à Chris Sale. Il n'y a pas eu un peu de panique quand on l'a mis sous contrat chez les Cubs de Chicago, avec le contrat qu'on lui a donné. Là. On est prêt avec pour 2 autres années, là? Oui, la réponse est oui. On avait besoin d'aide. Et là, la voie facile, c'est de dire, on ne transigera pas. On n'ira pas prendre nos jeunes joueurs d'avenir. On a de l'argent, on a les Cubs de Chicago, on va aller le chercher, on va le signer.
Mais je pense qu'on a juste, tu sais, il était juste pas prêt. En fait, il était juste pas prêt. Tu l'as dit, je pense. La clé, c'est la deuxième moitié de saison chez les Red Sox l'an dernier. Ça a été très difficile pour Kimbrel. Qu'est-ce qui pouvait nous laisser croire que ça allait être différent cette année avec les Cubs, compte tenu qu'il n'y avait pas eu de camp d'entraînement, il a manqué après la moitié de la saison. Je comprends la décision de l'embaucher. Fait que tu peux pas taper sur les doigts des Cubs. L'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'était pas mauvaise de l'embaucher, Alain. Ça comblait un problème majeur du côté des Cubs. Ça n'a juste pas fonctionné. Et ça va peut-être coûter l'emploi à Joe Maddon. Je pense pas, moi, que les Cubs vont le remercier, même si on n'a pas renouvelé son contrat encore. Je pense pas qu'il est fautif. Écoute, il a jonglé pas à peu près. Maintenant, est-ce que... Utiliser 9 lanceurs au cours d'un match. On est au mois de septembre. Oui. On est au mois de septembre, fait que le droit, il peut le faire. Mais est-ce qu'il a perdu son vestiaire, entre guillemets? Est-ce que les gars comme... C'est sûr qu'au niveau de la relève, même lorsqu'on a gagné la Série mondiale, Alain... C'était pas parfait. C'était pas parfait la façon dont on a fait l'utilisation de la relève. L'année passée, c'était l'année passée. Là, cette année, ça a été encore une fois le problème majeur. Est-ce que c'est Maddon qui est capable de gérer un enclos de releveur ou c'est qu'on n'a pas les éléments pour? Alors, c'est la question qu'on devrait se poser chez Theo Epstein et la direction des Cubs de Chicago. Mais je ne crois pas que... Je donnerais une autre chance à Maddon, mais là, tu es prêt avec Kimbrel pour une couple d'années, là. On va voir comment on va gérer ce... Comme tu disais, avec le différentiel qu'ils ont, ils auraient dû terminer premier. En fait, ça aurait dû être réglé une semaine avant que la saison finisse. D'accord avec toi. Puis, trop de défaites par un point. Il y a certains spécialistes des statistiques qui vont vous dire que ces défaites-là par un point, malheureusement, c'est l'effet de la malchance sur lesquels on n'a pas de contrôle, mais pas de la façon de arriver contre les Cards. Notre dernier sujet, là, qui sera le fameux statistique, on va y revenir, mais les pires, les joueurs qui ont la pire moyenne, ce sont les deux releveurs de fin de match. Strop et Craig Kimbrel. Bon, Marc, un petit mot sur les Phillies de Philadelphie. Les attentes étaient très élevées et le comble, c'est que Bryce Harper est avec les Phillies et on se fait éliminer à Washington, dans le premier match d'un programme double disputé ce mardi. Et on a laissé savoir à Bryce Harper qu'on était très heureux qu'il ne soit plus des séries et chaque présence au bâton, il était copieusement hué. Écoute, ça pourrait coûter l'emploi à Gabe Kapler, moi. Ah oui? Moi, je pense que oui. Les attentes étaient plus élevées. Oui, les attentes étaient plus élevées. Oui, il y a eu des problèmes en relève aussi. On a tenté de combler ici et là. Mais c'est-tu quoi? Mais Alain... C'est les partants, moi, je pense, qui a été le problème. T'as raison. Moi, par contre, ce que j'ai pas aimé depuis 2 semaines, Alain, c'est l'énergie déployée pendant les matchs si importants. On était dans la course, Alain. Là. On était dans cette course-là il y a 2 semaines. On a fait des matchs des Phillies. On a regardé... Tu sais, je veux dire... Il semblait pas avoir cette volonté de vouloir à tout prix gagner qu'on sent. Lorsque tu regardes un match des Brewers de Milwaukee, je m'excuse, là, mais on est là pour gagner. Dans le cas des Phillies, j'ai pas senti un élan de quoi que ce soit qui nous laisse croire que... Mais comment ça se fait? D'habitude, tu perds, tu gagnes avec tes meilleurs. Moi, je m'explique mal l'absence au mois de septembre. Je sais que Franco n'a pas une bonne saison. Bruce n'est pas sur une bonne séquence, mais comment ça se fait qu'on ne les a pas utilisés davantage? Je m'excuse, mais Bruce a rendu quand même de bons services quand il est arrivé avec les Phillies de Philadelphie. Je sais qu'il ne frappait pas beaucoup, mais tu le remplaces par des joueurs qui n'ont pas produit davantage, des joueurs sans expérience. Kingery n'a pas beaucoup frappé dernièrement. C'est la même chose avec le jeune Hasler qui en a donné plus de responsabilités. Mais tu sais, tu dis les meilleurs doivent être les meilleurs et moi, je ne taperai pas sur Bryce Harper. Bryce Harper... Il était le meilleur de l'équipe. Il était le meilleur de l'équipe. Oui. Alors lui... Oui, il fait 30 millions, tu vas me dire. Là. Mais lui, il a été là. Quand ça comptait, il était là, Bryce Harper, puis les statistiques le prouvent. Ce qu'il a fait, c'est dans les moments opportuns, mais tu ne peux pas faire tout seul. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec cette équipe-là, Alain, Depuis que McCutcheon était blessé. Bien, on a traîné ça longtemps, on a semblé stabiliser le tout, ça s'est mal situé par la suite. Toujours est-il que, oui, il y a des joueurs qui ont sous-performé, mais je me fie beaucoup sur cette attitude-là de vouloir gagner à tout prix qu'on n'a pas semblé sentir. Tu sais, je regarde les Cubs, là. Les Cubs ont perdu. Ils ont essayé. Mais tu as l'impression qu'on a avancé, on voulait. Puis là, bien évidemment, Kimbrel a saboté, puis il y a un paquet de facteurs. Mais
Mais il y a une différence entre l'écroulement des Cubs et celui des Phillies. Ouais. Puis je pense que c'est pire dans celui des Phillies en termes de désir réel de vouloir gagner. Brièvement, en Ligue américaine, on va se répéter, Marc, les champions de section sont pratiquement connus, même du côté dans la centrale avec les Twins. Donc, c'est une lutte à 3 pour 2 places pour des équipes repêchées. Tampa, Oakland et puis Cleveland qui va passer la dernière semaine avec José Ramirez. Difficile de... tu regardes le calendrier, Oakland joue contre les équipes les plus vulnérables, mais on joue à l'étranger. Cleveland a des séries... la dernière série... Interligue, ça va peut-être jouer contre eux. Il y a un gros morceau qui va manquer à l'attaque. Mais on a le retour de Ramirez. Bon. On est dans une bonne séquence aussi. Ouais. En fait, les 3 équipes sont dans de bonnes séquences, ce qui pourrait aider évidemment les Tampa qui va finir à Toronto avant de jouer à la maison contre les Yankees de New York. On peut faire une petite parenthèse, Alain, du côté des Rays? Tu peux revenir sur l'assistance des... C'est épouvantable contre les Red Sox de Boston. Écoute, c'était épouvantable. Moi, je regardais ce match-là, puis il y a eu évidemment un relais extraordinaire de lundi, moins de 10 000 personnes. Écoute, il y avait 8 000 quelques personnes, spectateurs, Alain, contre les Red Sox de Boston. Donc, même si les Red Sox ne sont plus dans la course, on s'entend-tu qu'il y a au moins 1 000 personnes qui sont là pour voir les Red Sox? Donc, là, on parle de 7 000 partisans des Rays. D'ailleurs, les journaux de Tampa Bay, dans leur titre, disaient c'est honteux. C'est honteux de voir ça. Écoute, c'est quoi, on est rendu à 13 victoires là, du côté des Rays? En tout cas, on a une saison remarquable. Ouais. Chaque match compte. Hier, on tire de l'arrière encore une fois. Tu sais qu'on a tiré de l'arrière dans les 7 derniers matchs. Et on est 4-3 malgré tout là, dans tout ça. Parce que les Rays jouent du baseball incroyable. Il y a 7 000, 8 000 partisans dans le stade. Puis là, Alain, je ferme la parenthèse rapidement, mais on parle de ville-sœur puis de possibilités Montréal. Bon, exemple, si les matchs de septembre étaient présentés à Tampa puis qu'on avait cette fiche-là en ce moment, qui nous dirait qu'on aurait plus de spectateurs à Tampa Bay? Et écoute, on peut spéculer tant qu'on veut, Alain, mais si les Expos de Montréal avaient la fiche actuelle des Rays de Tampa, bien, non seulement il y aurait 25 000 et plus au stade, là, selon moi, mais ça serait... Oui, le Canadien commence sa saison, là, je m'excuse, mais l'attention serait pas mal sur ce que les Expos feraient en ce moment. Mais bon, c'est de la spéculation, mais je suis convaincu. Alors, je pense que c'est un dossier présentement qui aide la cause du retour éventuel du baseball à Montréal. Avec un déménagement possible. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas fini ce dossier-là. Bon. Marc, je vais te parler de Vladimir Guerrero Jr. Il a émis des propos qui ont fait jaser à Toronto. Ni plus ni moins, ce qu'il mentionnait, c'est que, lui veut continuer de jouer au 3e but. Il ne veut pas être catalogué le frappeur de choix. On sait qu'il ne jouera pas comme voltigeur. Il n'a pas le physique pour jouer au 1er but. On préfère des joueurs avec un gabarit un peu plus grand. On les préfère plus grands, des joueurs de 1er but. Mais là, Vladimir Guerrero a indiqué que il allait s'attarder un peu plus sur sa condition physique au cours de l'entre-saison, qu'il n'avait jamais vraiment levé de poids et qu'il allait s'y astreindre. Il a même parlé de perdre du poids. Ça me semble assez évident quand on le voit à vue. Marc, pas besoin d'être nutritionniste ou diététiste là, pour s'apercevoir qu'il y aurait peut-être intérêt à perdre quelques kilos. La question que je me pose, c'est au cours des dernières saisons, on savait que c'était un des meilleurs prospects du baseball majeur. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas encadré mieux chez les Blue Jays de Toronto? Je ne sais pas quoi te répondre. Non, mais je veux dire, premièrement... Est-ce que c'est la responsabilité individuelle du joueur? Oui, la réponse est oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'encadrer? Bon, 2 choses. 1, il n'y a personne, en tout cas, j'espère, de surpris des commentaires de Vlad. Là. Je pense que physiquement, tout le monde voyait que... oui, c'est clair. À 19-20 ans, tu regardes le physique, puis tu te dis, à 30 ans, ça va être un problème. Bon, si ça continue de même. Moi, je me pose la question, Alain, parce que j'ose espérer que tout ça a évolué depuis mon temps. C'est-à-dire que même moi, à l'époque, c'est sûr que j'avais la totale responsabilité de mon entraînement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suivait? Il n'y a personne qui me suivait, mais on me suggérait fort. Voici l'entraînement que tu devrais faire. Là, tu arrives au camp d'entraînement, tu le vois tout de suite si le gars s'est entraîné ou non, tu comprends? Alors, heureusement, j'ai pas eu ce problème-là. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas être pris par la main et dire que viens-t'en t'entraîner aujourd'hui, à moins que tu t'engages, tu embauches toi-même un entraîneur personnel. Vlad est avec l'organisation depuis l'âge de 16 ans. Il y a une académie en République dominicaine. Alors, pour répondre à ta question, oui, il aurait pu et il aurait dû, selon moi,
avoir un suivi plus serré. Est-ce que tu peux le faire avec tes 200 joueurs dans une organisation? Non. Est-ce que tu peux le faire avec tes joueurs d'avenir? Parce que le joyau. Le joyau, là, c'est lui. qui est jusqu'à signé comme joueur autonome. Tu sais, la réponse est oui. Je pense qu'il aurait pu avoir un suivi beaucoup plus serré. Ouais. Puis, tu sais, physiquement, là, tout le monde... Écoute, personne ne se surpris de tout ça, là. Tu sais, je veux dire... moi, je pense qu'il aurait dû avoir un suivi. Encore une fois, est-ce que c'est main dans la main quotidiennement? Non. Est-ce que ça peut être un suivi hebdomadaire, mensuel? Est-ce que... Encore une fois, il y a une académie des Blue Jays en République dominicaine, donc il y a du personnel qui peut le suivre. On peut lui exiger des choses. On le paye, c'est un employé. On peut dire, écoute, là, il faut que tu fasses ci, fasses ça. Fait que je trouve ça un petit peu plate que ça soit rendu là lorsqu'il arrive dans le baseball majeur, puis qu'on réalise qu'il y a un suivi à faire. C'est quand même surprenant, compte tenu que ça fait quand même plus de 3-4 ans qu'il est dans l'organisation. Bon, enfin, mais tant mieux si on se promène jamais trop tard. Oui, il est effectivement. jeune. Et je pense que tout le monde peut bénéficier de ça. Oui, puis il a intérêt à ce qu'il demeure un joueur de troisième but. On l'a vu, le marché pour les joueurs frappeurs de puissance en position, Marc, il y a une bonne différence que tu sois frappeur de choix ou joueur de troisième lui, but. il l'a compris, il va être au troisième. J'espère qu'il l'a compris. Maintenant, il faut qu'il s'organise pour rester. Ouais. Bon, il y a au moins 3 postes de gérants qui sont disponibles. Au moins 3, il va peut-être en avoir d'autres. On sait déjà que Bruce Bochy, lui, c'est terminé. Ouais. Il a annoncé sa retraite. Il y en a un deuxième qui a annoncé sa retraite. Mais auparavant, un congédiement déjà une semaine avant que la saison finisse. Et Andy Green avec les Padres de San Diego. Visiblement, les attentes étaient plus élevées. Et la principale explication, c'était le manque de communication. Est-ce que c'est avec les joueurs ou avec la direction? Moi, c'est la question que je me pose. Quand on parle du manque de communication, il y a une différence entre les deux. Mais oui, il y a une différence, mais elle doit être quand même aussi bonne. Parce que si tu ne parles pas à l'organisation... Surtout dans le baseball d'aujourd'hui, où tu as les statistiques avancées, puis tu n'as pas un département complet. Bien là, si tu ne parles pas à ton gérant, ou ton gérant ne t'écoute pas, ça va pas bien. Si ton gérant n'est pas capable de communiquer aux joueurs, c'est souvent le problème, Alain, d'un gérant qui se fait congédier, c'est la communication entre joueurs et entraîneurs. Écoute, je m'attendais à une meilleure saison des Padres, on ne se le cachera pas. Mais ce qui est malheureux, dans le cas d'Andy Green, c'est une déception, mais ce qui est malheureux, Alain, c'est qu'il y a des beaux jours qui s'en viennent à San Diego. On a, en date pratiquement d'aujourd'hui, le meilleur réseau de filiales. On est passé en avant des Rays de Tampa Bay. Là. On a le meilleur réseau de filiales présentement. On a de très bons joueurs, Fernando Tatis. Bon, on a signé évidemment Machado. On a de très bons joueurs en place déjà. On a un réseau de filiales rempli de jeunes joueurs d'avenir. Ça regarde bien là, dans les 2-3 prochaines années. Et là, c'est malheureux pour Andy Green, évidemment, qui était là dans les années un peu plus difficiles. Il voyait un peu la lumière, mais il n'a pas réussi à amener son équipe cette année. Il y a eu quelques blessures ici et là, mais il n'y a pas eu de fait d'armes qui justifie qu'on ne joue pas près de 500. Si on avait joué près de 500, puis on dit, OK, là, on arrive à un niveau... souvent, Alain, lorsqu'il y a un congédiement, là, bon, oui, souvent, c'est en raison de mauvais rendement, mais c'est parce que il n'y a pas de communication. Les joueurs sont laissés. Qu'est-ce que je fais? Alors, je ne suis pas surpris d'entendre ce genre de situation-là. C'est malheureux, mais comme je l'ai mentionné, il y a des beaux jours qui s'en viennent là, pour les Padres. Bon, avant de passer au sujet global des gérants, petit mot sur Ned Yost. Et Ned Yost, lui, il ne voulait pas visiblement attirer les réflecteurs sur lui pendant la saison régulière. L'a annoncé une semaine avant que ça finisse. Il a remporté la Série mondiale en 2015. C'est une bonne feuille de route de la part de Ned Yost qui a joué brièvement pour les Expos. Je tiens juste à le souligner. Et ce qu'il a indiqué, c'est que c'était déjà prévu, lui, qu'il était pour ramener les Royals jusqu'à à peu près là où ils sont actuellement. Moi, j'étais déçu de leur rendement cette saison. Ils ont de bons jeunes lanceurs. Ils en ont acquis quelques-uns aussi. Ça a été décevant comme rendement. Il y en a quelques-uns, Marc, sur lesquels on va peut-être s'appuyer. Les Solaire, les Dozier, O'Hearn, Merrifield. Bon, c'est les gars sur lesquels on va se fier pour la prochaine saison. Et un Salvador Perez qui va évidemment revenir l'année prochaine. Et Yost a indiqué, lui, je voulais les amener là où ils sont actuellement. Maintenant, c'est au prochain de faire le prochain pas. Oui, bien écoute, beaucoup de respect, moi, pour Ned Yost. Il a amené son équipe en Série mondiale. Deux fois. Il a gagné la Série mondiale.
Lui, tu vois, peut-être pas le plus grand stratège de baseball, mais un excellent communicateur. Il n'y a pas personne du côté des Royals, que ce soit même Hosmer qui a quitté ou même des Moustakis qui a quitté, qui ont parlé contre leur gérant. Au contraire. Tout le monde a vécu de belles choses. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun d'arriver dans une ambiance. C'est sûr que là, tu souhaites évidemment un meilleur rendement de cette année, mais je suis convaincu que c'était plaisant de jouer pour un adios. Puis ça, déjà, tu gagnes avec ça. C'est-à-dire tu vas chercher chez tes joueurs probablement le meilleur. Donc, j'ai beaucoup de respect pour lui et ce sera un défi pour le prochain, évidemment, du côté des Royals. Mais tu as quand même nommé les joueurs clés, Alain, les Merrifield. Il y a quelque chose à faire avec les Royals de Kansas City. On n'est pas encore à 3 ans à être dans les bas-fonds du classement. Ça va aller plus vite qu'on pense, cette relancée. Il y a quelques bons bras. Oui. Et Mike Montgomery, qu'on a converti en partant, fait de l'excellent boulot. Ça pourrait aider sur la cause des Royals. Maintenant, dossier des gérants dans l'ensemble, Marc, là, il y a un changement qui s'est opéré là, sur le plan statistique là, au fil des ans. Et de plus en plus, les gérants sont intégrés maintenant dans le processus. En fait, je vais tourner ça à l'envers. Les départements du 2e étage est impliqué plus directement dans les décisions sur le terrain. On va dire ça. De sorte que le gérant, ce n'est plus comme auparavant. Le gérant a ses 25 joueurs, puis moi, je m'arrange avec ces 25 joueurs-là, de 2e étage. Restez chez vous. Restez chez vous, c'est moi qui m'occupe de ça. Bon, ça, c'est la vieille façon de faire. Aujourd'hui, c'est plus comme ça marche. Don Mattingly, quand il a quitté les Dodgers, se plaignait que c'est plus lui qui faisait l'alignement des 9 joueurs, l'alignement partant. Les décisions sur le terrain, on l'a vu en Série mondiale l'année passée, c'était flagrant, on rappelle encore une fois. On en a parlé souvent, Marc, mais ça illustre tellement le baseball moderne. Premier match, Pedro Baez lance des petites pilules, on décide de l'enlever parce que la décision avant le match dictait que, dans une situation comme celle-là, Baez n'affronterait pas Raphaël Devers. On amène Alex Wood plutôt contre Eduardo Nunez. À première vue, c'est vrai que Devers est plus dangereux que Nunez. N'empêche, Baez lançait. Il n'y a personne qui était capable de le toucher au moment où on l'a enlevé. Ça a coûté cher aux Dodgers. Nunez l'a mis de l'autre côté. C'est juste pour illustrer la façon dont les choses se font. Dave Roberts a pris une décision qui avait été prise en équipe avant que le match commence. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on va embaucher les gérants maintenant? Parce que moi, j'ai lu un article, Marc, où on disait les gérants, là, 5 millions de dollars par année, oubliez ça, il n'y en aura plus. Mattingly vient de revenir avec les Marlins avec une diminution de salaire en passant. Écoute, excellente question. Il y a 2 choses. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que les départements de statistiques avancées font maintenant partie intégrante d'une équipe. Est-ce que le gérant devient un exécutant? Ça dépend des équipes. Là, c'est là que je suis moins d'accord. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'Alex Cora. Moi, je pense qu'Alex Cora joue bien ses cartes présentement. Même, bon, les Red Sox n'ont pas gagné cette année, là, mais quand même gagné la Série mondiale l'année dernière. Joue bien ses cartes parce qu'il accepte évidemment l'information, l'utilise, mais gère quand même le match. Et je pense que ça, le côté hybride de Cora fait un travail remarquable. Les joueurs là-dedans. C'est pas des robots qui jouent. Non seulement c'est pas des robots, Alain, mais le joueur qui dit quoi faire, où tu joues, pas quoi faire, mais où tu joues aujourd'hui, puis pourquoi tu vas donner une journée de congé, il faut qu'il soit respecté, cette personne-là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu peux pas dire, on va mettre Joe Blow, qui connaît les statistiques de tous nos joueurs, des adversaires comme ça, là, puis toi, va t'asseoir là, gère. Ça ne marchera juste pas comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, moi, je crois encore, puis je sais, j'ai été assez longtemps dans le baseball, que ça prend un gars de baseball. Que jouer ou vu ou gérer la game. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Alors, puis ça, c'est important. C'est pour ça que c'est pas des robots. Ton expression est juste, parce que il y a ce côté-là, Alain, qui je trouve qu'on s'en va dans un aspect dangereux du sport. Parce que l'aspect humain, mais ça veut dire quoi? C'est la préparation, l'intensité, c'est ceux qui performent dans les moments opportuns. Tout cet aspect-là, elle ne peut pas être éliminée carrément, Alain. Et je trouve qu'il y a des organisations, tu sais, Marcus Stroman avait raison lorsqu'il voyait tous les vétérans des Blue Jays quitter. Hey, il dit, hey, ça nous prend une couple de gars qui savent jouer la game, qui ont joué la game, qui expliquent aux jeunes Bijo, puis Guerrero, puis ces gars-là, puis Beau Bichette, comment la game se joue. Oui, ils sont bons, ils ont du talent, c'est extraordinaire,
Mais sur 162 matchs, à un moment donné, tu vas frapper un mur, puis qui va te faire t'en sortir? C'est souvent un vétéran. Cet aspect-là, je trouve, c'est important. Puis là, on pousse ça dans le coin au maximum. Là, les Dodgers s'en vont, j'imagine, tout près d'une série mondiale pour une troisième année consécutive. Si on ne gagne pas encore avec les éléments qu'on a en place, mais la stratégie... Parce que de toute évidence, les Dodgers, c'est en haut que ça se décide. Ben oui. Je sais pas, Alain. Je sais pas. Tu comprends? Je suis... On va remettre en question certaines façons de faire? Non, bien, ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention. Les gérants vont peut-être être payés moins cher. Je ne sais pas si le marché va changer. Mais ça prend des gars qui ont été dans le... Je te dis pas nécessairement des joueurs, des anciens joueurs, mais certainement des joueurs... Si c'est des gens qui n'ont jamais joué, c'est des gens qui ont géré pendant des années. Tu comprends ce que je veux dire? Des gens de baseball. Ça, je pense que ça ne changera pas, Marc. Ça ne changera pas. Mais par contre, on voit de plus en plus des décisions qui sont prises avant que le match commence. Mais ça, je pense que c'est inévitable là, avec les informations que l'on a, mais ça reste... En fait, je me répète, c'est le côté hybride là, que j'aime. Donne-moi toute l'information que je suis capable d'avoir, mais il faut que je gère ce qui se passe sur le terrain. Oui, et l'exemple qu'on donne de Pedro Baez, là, si jamais vous avez, par le plus grand des hasards, enregistré le match qu'on avait présenté, on avait dit, Marc, quand on avait enlevé Pedro Baez l'année passée... Que c'était une erreur. Qu'on remettait en doute cette décision-là, compte tenu de la façon dont Baez lançait. Oui, plus tard, il s'est fait cogner, mais ce soir-là, de façon spécifique... Écoute, c'est l'exemple parfait que ce ne sont pas des robots, là. C'est que ça se joue sur le terrain, puis ça se peut qu'un match donné, le lanceur, soudainement, sa balle bouge plus que d'habitude et il y a une domination totale. Pourquoi je ne changerai pas ma stratégie vis-à-vis de ce que je vois? Ou à l'inverse, nos frappeurs mettent la balle en jeu comme jamais. Alors, c'est pour ça que il faut faire attention. Je trouve que des fois, il y a des équipes qui vont un peu loin là-dedans. Bon, dernier sujet, Marc. C'est sur le plan technique. Tu as parlé de cette fameuse statistique là, qui est Win Probability Added. Traduction, là, c'est la probabilité de gagner ajoutée. Et comment ça se calcule? Ça se calcule pour les lanceurs et les frappeurs. Là, je vais faire un petit cours de Win Probability Added 101. Pour chaque présence au bâton, un frappeur se présente avant chaque présence. Il y a une probabilité de gagner associée à la situation, que ce soit en première ou en 9e manche. Il y a du baseball depuis 100 quelques années, donc on a colligé toutes ces données-là. Il y a une probabilité de gagner avant et après. Donc, on les calcule sur toutes les présences des frappeurs pendant la saison. S'il va au bâton 150 fois, on les calcule pour les 150 fois. C'est la même chose pour les lanceurs. Un lanceur arrive dans le match, on calcule la probabilité de gagner avant qu'il arrive et à la fin de chaque manche. Pas quand il part, parce qu'au début, s'il y a des points qui se marquent, le lanceur n'est pas responsable du nombre de points qui se marquent. Donc, pour chaque manche lancée, il y a une probabilité qui est soit ajoutée, soit enlevée. On n'ira pas dans les détails, mais je pense qu'on comprend le principe. Et c'est peut-être une des bonnes statistiques, Marc, pour évaluer les releveurs. Parce que les releveurs, il n'y a rien de plus difficile. Le moyen de points mérités, je pense qu'on s'entend. Une mauvaise sortie, puis ta moyenne de points mérités est gonflée. Le whip est quand même pas trop mal, mais encore, on l'utilise quand, ce lanceur-là? Alors que là, si on l'utilise dans des matchs serrés, c'est sûr que la probabilité va soit descendre, comme dans le cas de Kimbrel, ou encore monter. Juste une petite parenthèse, les deux meilleurs releveurs cette saison, dans la Ligue nationale, ça a été Will Smith, pas pour rien qu'il était convoité. Dans l'américaine, ça, c'était une surprise. Hansen Robles, des Angels, 22 sauvetages, aucune défaite cette saison. Je pense que les Mets auraient voulu l'avoir. Mais il était avec les Mets. Non, mais c'est le fun. Ça, c'est des statistiques qui sont réelles, qui sont le fun. Toi, tu l'aimes beaucoup, cette statistique. Moi, je l'aime beaucoup parce que ça implique chacune des présences. C'est du long terme. C'est du long terme, mais chacune des présences. Alors, lorsque le match est hors de portée, bien... Que tu fasses ce que tu voudras, ça n'aura aucun impact. Exactement. Mais lorsque le match est entre tes mains ou pratiquement entre tes mains, il y a un impact direct sur ce que la statistique donne. Donc, c'est des choses que j'aime. C'est sûr que j'apprivoise le fameux WAR d'une manière X, Y, Z. Je trouve que le MPP est aujourd'hui rendu une statistique de fun. Tu parlais du whip, le fameux MCM, la moyenne de coureurs par manche, que je trouve que pour un releveur, ça aussi, ça donne, ça donne un peu de... Mais cette statistique-là me donne peut-être l'heure plus juste sur le long terme, sur les capacités d'un joueur à performer dans les temps opportuns. Par exemple, quand tu vois avec les Cubs que les deux pires releveurs sont Pedro Strop et Craig Kimbrel, ça explique bien des choses. Exact. Puis ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une bonne moyenne de points mérités. On peut quand même avoir une bonne moyenne de points mérités. On peut avoir... Mais tu regardes dans les situations où ils ont été utilisés, Kimbrel est 0,4
ou 0-5 même, là. Ouais. Mais en tout cas, en peu de temps, mais impliqué dans les matchs de toute évidence importants, parce que lorsqu'on l'utilise, c'est que le match est en jeu. Et Pedro Strop, ça a été la même chose. Donc, cherchez pas loin les problèmes des Cubs. Là. Ça s'est passé en relève. Et cette statistique-là le démontre de façon assez éloquente. Exactement. Merci, Marc. C'est notre dernier de la saison régulière, dernier compte complet. Oui, il y en aura d'autres pendant les séries. Oui, absolument. D'ailleurs, Marc, écoute, nos prochains rendez-vous. C'est possible qu'un match dimanche, si jamais il y a un match de la Ligue américaine qui pourrait décider des deux équipes qui vont être là comme équipe repêchée, on sera là dimanche à compter de 15h. Sinon, lundi, on sera là, soit pour un match suicide, probablement dans la Ligue américaine, ou encore pour une émission spéciale en préparation des séries ce lundi, donc à compter de 19h30 à RDS2. Et quant au match des équipes repêchées, c'est mercredi, match de la Ligue américaine. On vous propose donc un match, on verra soit Oakland, Tampa ou encore les Indiens de Cleveland. Ce sera à suivre. Merci d'avoir été là tout au long de la saison régulière. On se donne rendez-vous pour les séries.